Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de la télé de la e-santé, plateau qui nous fait aujourd'hui prendre la direction de l'un des continents les plus novateurs en matière de santé connectée, continent qu'il faut déjà regarder de très très près parce qu'il s'y passe beaucoup de choses et ce continent c'est l'Afrique. À mes côtés Béatrice Garrett qui est directrice de la fondation Pierre Fabre, le professeur Ousmane Faye qui est chef de service dermatologie au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie à Bamako au Mali. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Mehdi Benchoufi qui est président du club JAD qui est un think tank, un club de travail, d'études sur la démocratie, l'ouverture, l'éducation, l'innovation avec des personnalités très diverses, il nous le dira, du monde de la recherche, de l'entreprise ou encore des sciences. Béatrice Garrett, on va peut-être rappeler tout d'abord en un mot ce qu'est la Fondation Pierre Fabre. Alors, la Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1999 par M. Pierre Fabre. Et sa mission est d'améliorer l'accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays en développement. Ouais, elle est présente sur quel pays, entre autres? Alors, elle est présente essentiellement donc, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à Madagascar, en Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam, en Haïti également. Et nos programmes principaux sont la formation, notamment la formation des pharmaciens. Et nous avons ciblé dans l'accès aux soins plusieurs pathologies, surtout la drépanocytose, qui est très présente sur le continent africain. C'est une fondation, hein, donc elle est totalement indépendante, elle n'a pas de but lucratif, elle est vraiment là dans un esprit de développement et d'aide au développement. Tout à fait, elle agit de façon indépendante et désintéressée, mais ses financements viennent effectivement des laboratoires Pierre Fabre, dont M. Pierre Fabre a été le créateur, comme vous le savez. Depuis pas mal de temps, vous allez vous aussi en Afrique, vous êtes interpellé, dites vraiment, par ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu de si surprenant en matière de santé en Afrique? Je crois que ce qui a été vraiment frappant, c'était l'équipement de la population africaine en mobile, puisque maintenant on compte, je crois, à peu plus de 900 millions d'utilisateurs du mobile, peut-être 300 millions de smartphones. Et sur le terrain, ça a vraiment changé la donne, notamment dans le domaine de la drépanocytose. Ce qui est important, c'est le dépistage. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette maladie, la drépanocytose. Alors, c'est la première maladie génétique au monde, pas assez connue. Donc c'est une mutation du gène de l'hémoglobine et qui crée de grands désordres, c'est-à-dire les gens sont anémiés, ils sont susceptibles d'avoir des infections et ils ont des crises vaso-occlusives extrêmement douloureuses et des attaques de différents organes. On pense que 50% des enfants meurent avant 5 ans sans prise en charge adaptée. Et ce qui est important, c'est de détecter très tôt en fait, cette anomalie. Et quand on détecte les gens, ensuite, il faut bien sûr les prendre en charge. Et c'est là où intervient notamment le mobile. J'ai vu à Kinshasa, dans des campagnes de dépistage, avant, il y avait un énorme taux de ce qu'on appelle les perdus de vue. C'est-à-dire que les gens, ils ne venaient même pas chercher les résultats, ou on n'arrivait pas ensuite à suivre en fait, les enfants dépistés. Les perdus de vue. Et maintenant, en fait, vraiment concrètement, on peut avoir un contact grâce au téléphone mobile. Tout le monde a ou un proche a un numéro de téléphone et on peut continuer à suivre les gens. Et de manière très concrète, ça se passe comment ce suivi par téléphone justement? Alors, c'est juste de rappeler les gens, de leur dire de venir au centre de santé. Voilà, d'avoir ce contact, de pouvoir leur communiquer l'information. Donc c'est très important pour expliquer ce que c'est que la maladie, que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut prendre en charge, qu'on peut soigner. Dr Ousmane Faye, vous aussi, vous avez cette même conclusion. On dit que l'Afrique aujourd'hui est en train de faire véritablement un saut technologique différent d'ailleurs de celui des pays du Nord. Autant il n'y a pas Internet, radio, téléphone partout, dans tous les villages de l'Afrique, autant les Africains ont tous presque un téléphone mobile. Oui, cela paraît surprenant quand on vient des pays du Nord, mais ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est que dans tous les coins les plus reculés de l'Afrique, au Mali, partout ailleurs, chaque famille au moins a un téléphone portable. On peut parfois on se pose même la question, on se dit, mais dans les familles, même s'il n'y a pas de prix de condiments tous les jours, mais tous les jours, il y a au moins un peu d'argent pour créditer son compte, pour pouvoir appeler ses proches à Bamako et donner les nouvelles. Aussi important que la nourriture, le téléphone portable. En quoi est-ce que, justement, cette explosion des téléphones portables et des technologies qui y sont liées ont modifié vos pratiques pour vous de médecins, de soignants, de dermatologues? Alors, vous savez, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que la dermatologie est une spécialité qui est essentiellement basée sur l'observation, l'œil humain. De ce point de vue, quand on se fixe dans cette optique, on voit bien ce que l'œil humain ne peut pas voir. L'appareil photo d'un téléphone portable peut, disons, transporter des images à des distances. Et également,
Le fait d'avoir dans presque tout le pays maintenant des smartphones un peu partout, une connexion Internet au moins dans chaque grande ville, nous permet d'avoir des informations à travers les proches, à travers nos collègues, nos confrères qui sont dans les coins les plus reculés et qui nous permettent de les assister d'une certaine manière à participer à l'amélioration des soins dans ces zones-là. D'autant plus que pour votre spécialité, la dermatologie, on est quand même dans un cas très précis. Dans un pays comme le vôtre, tous les dermatologues sont à la capitale et il n'y en a pas un seul en dehors de la capitale. C'est ce qui est dramatique et c'est ce qui nous a beaucoup touché parce que je me souviens encore quand nous commencions nos études de dermatologie, il n'y avait qu'un seul centre de référence de dermatologie pour tout le pays. Et après notre formation également, c'était le seul centre de dermatologie pour tout le pays. Alors on ne pouvait pas rester, bien entendu, devant cette situation, une population de 16 millions d'habitants avec un territoire 2,5 fois la France, on ne peut pas rester insensible à cela. Et est-ce que ça veut dire qu'avec cette explosion des mobiles et la possibilité de prendre des photos assez rapidement d'une plaie, de quelque chose en dermatologie et de vous l'envoyer à vous à la capitale, vous avez eu une montée assez importante des demandes de soins, une autre manière de soigner aussi, ou alors d'autres demandes des praticiens locaux? Oui, bien sûr, il faut le dire que nous avons fait beaucoup de formations depuis quelques années pour essayer d'améliorer cette situation, mais évidemment, on ne peut pas former l'ensemble des prestataires à toute la dermatologie. Donc, nous avons visé dans un premier temps les dermatoses les plus courantes. Mais il s'est trouvé qu'après, compte tenu de la demande pressante, et puis même des travailleurs d'ONG qui vont dans les fins fonds du pays, qui nous ramènent des images, nous nous disent, voilà, j'ai vu telle image, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Et ceci donc nous a en fait amené à revoir à reconsidérer notre position, faire en sorte que l'on puisse accéder à des soins de qualité, même étant à distance, du fait simplement de l'assistance d'un dermatologue. Béatrice Guéret, j'ai envie de vous dire, quelque part, lorsque l'on entend ce que nous dit le professeur Faye, on est quelque part aussi en avance sur ce qui se passe dans pas mal de pays du Nord. Un pays comme la France, où il n'y a pas des dermatologues partout, on n'en est pas tous à prendre notre téléphone portable et envoyer facilement des photos pour demander un avis sur une plaie ou quelque chose de spécifique sur la peau. Non, mais tout à fait. Mais ce qui se passe en fait en Afrique, dans la pénurie en fait de médecins, de spécialistes dans les zones rurales, oblige à trouver des solutions nouvelles. Et je pense que ces solutions nouvelles nous seront aussi utiles dans le Nord. Et en plus, il n'y a pas toutes les barrières institutionnelles, structurelles, financières. Il faut absolument développer en ressources limitées des solutions adaptées et on s'apercevra probablement qu'elles seront utiles dans nos propres déserts médicaux également. Ouais, on voit un continent qui est vraiment en train de sauter la case, un peu comme aux petits chevaux, de sauter la case e-santé ou santé connectée pour aller directement à la case santé mobile. En fait, c'est là où la e-santé est vraiment intéressante pour les pays. C'est beaucoup sur cet aspect de rejoindre, donner accès aux spécialités en zone rurale. Et puis c'est aussi tout ce qui est la formation, parce que la formation est essentielle. Et là, on peut démultiplier, on peut faire de la formation continue, on peut toucher beaucoup plus de gens. Alors on voit depuis le début de ce plateau qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Il y avait ce que vous nous disiez sur le suivi de ces pertes de vue sur certaines maladies, la dermatologie, mais aussi d'autres spécialités qui sont en train de s'installer vraiment dans le mobile. En voyant tout ça bouger, vous avez dit qu'il faut quand même faire quelque chose à un moment ou à un autre. Et vous avez eu envie, vous, Fondation Pierre Fabre, de créer un observatoire. Alors pourquoi précisément ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de projets pilotes, pas mal d'initiatives, mais très peu de mise à l'échelle et très peu finalement d'exploitation des données, c'est-à-dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel acteur est pertinent, quel autre ne l'est pas. Et en fait, le premier travail, on s'est dit, mais nous, on soutient certaines initiatives isolées, mais ça sera intéressant de faire un vrai travail systématique de veille, de qualification en fait, des initiatives, et puis de mettre cette information à disposition de l'ensemble de la communauté pour aider au partenariat, pour aider au développement. D'où l'idée de créer cet observatoire. Alors cette réflexion, elle est venue d'un groupe de travail qu'on a mis en place, et on a bénéficié de l'expertise de monsieur Mehdi Benchoufi, de Gilles Babinet, qui nous ont vraiment dit, la première chose à faire, c'est pas de refaire des pilotes, c'est déjà de cerner tout ce qui a été fait et de l'analyser. Alors Mehdi Benchoufi, pour vous justement qui présidez le club JAD, ce club avec des personnalités qui ont envie de donner du temps pour les autres, que ce soit en matière d'éducation, de santé ou autre, qui ont des vrais savoir-faire techniques, scientifiques, médicaux. Quel est l'intérêt pour vous de ce club JAD d'aller participer à cet observatoire de la Fondation Pierre Fabre ? Alors, en effet, donc, le Club JAD est un think tank, donc il travaille aux interfaces entre enjeux sociopolitiques et numériques. Et on a un intérêt fort pour les questions et démocratiques et les questions de santé, qui sont deux questions qui sont assez prévalentes en Afrique et en l'espèce, puisque c'est ce qui nous rejoint aujourd'hui, les questions de santé. Et pour ce qui est de l'observatoire e-santé,
on a une activité de veille au sein du Club Jade, et puis on remarque qu'en effet, il y a un boom technologique qui se situe quelque part à la croisée de deux chemins. D'une part, grâce à Internet, un savoir qui circule partout à toute vitesse. Il y a de l'information, donc de la formation possible. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il y a une culture du do-it-yourself, une culture maker, par nécessité, hein, dans les pays africains, qui font que voilà, l'agencement de ces deux choses, ou la combinaison de ces deux éléments-là, faut qu'il y ait une capacité à innover qui est majeure. Et donc, dans le cadre de l'Observatoire e-santé, on a eu l'occasion de regarder un peu les différentes activités e-santé, objets connectés dans les pays africains. Et en effet, il y a à la fois un désordre créatif, si j'ose dire, en Afrique qui est extrêmement stimulant. Et là, l'envie, notamment appuyée par la Fondation Fabre, de les accompagner. Donc ça, c'est un sujet fort. Et peut-être dire un mot aussi sur notre méthode de travail, puisqu'elle est congruente aussi avec ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, puisque nous, on est promoteurs de l'open source. Et dans ces pays-là, c'est l'occasion d'avoir des technologies, du savoir en général, à peu de prix. Ouais. Voire gratuitement. Juste petite anecdote, parce que vous êtes aussi vous médecin de formation, vous intéressez beaucoup aux épidémies. Oui. Vous avez vu des choses en Afrique en matière de détection des épidémies à partir des téléphones mobiles qui sont assez surprenantes. Ah oui, y a un élément majeur qui est d'actualité, qui est de nouveau d'actualité, je crois comprendre depuis hier, qui est Ebola. Et il y a un site qui s'appelle openhealth.org qui, dans le cadre donc, de la collecte des données, a permis d'anticiper l'ensemble des systèmes de veille sanitaire pour ce qui est de la détection d'une épidémie infectieuse grave qu'on a fini par étiqueter Ebola. Alors je vous donne un exemple très simple. 2 semaines avant que les institutions internationales sanitaires ne puissent s'alarmer, sur ce site, qui est le fruit du crowdsourcing, c'est-à-dire l'ensemble, là je crois que c'était au Nigeria, des internautes qui font remonter leur état de santé. Et on a pu observer, de façon algorithmique, des fièvres suspectes, qui n'étaient pas étiquetées Ebola. Mais on est là 2 semaines en amont des structures sanitaires internationales et on est en situation de détecter quelque chose qui est extrêmement grave. Et évidemment, l'avantage de détecter ça tôt, c'est bien sûr pouvoir soigner rapidement, efficacement, de les cibler parce que l'information est géolocalisée et enfin de permettre des campagnes de sensibilisation qui évitent qui permettent de circonscrire l'épidémie dans les meilleurs délais. Si on a plusieurs personnes qui commencent à envoyer par portable, qui ont tel ou tel symptôme, qui voient tel ou tel symptôme, on a de la géolocalisation, on a des données extrêmement importantes pour vous. Ça, c'est un élément majeur du big data orienté mobile, c'est qu'on a une traçabilité locale. Et sur le plan de l'épidémiologie, qu'elle soit infectieuse ou autre, c'est une information précieuse. Ouais. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, en Afrique, on n'a pas les moyens financiers qu'on peut avoir dans d'autres pays. Alors, on est obligé de se débrouiller autrement. C'est pas de la bidouille, c'est pas de la débrouille, c'est vraiment de l'innovation de rupture. On parle aujourd'hui beaucoup d'innovation frugale, comment aller de l'avant avec moins de moyens, en faisant mieux, en faisant peut-être plus intelligent. Et l'Afrique avance, mais sur des modèles, et notamment des business models, assez radicalement différents du Nord. Et je voudrais que vous nous parliez notamment de projets qui sont en open source, c'est-à-dire où on donne la source ouverte à tout le monde. Ça, c'est quand même très surprenant en matière de recherche. Alors, je vais me permettre de parler un peu pro-domo. Allez-y. On a l'occasion d'être soutenu aujourd'hui par la Fondation Fabre autour d'un projet qui s'appelle Ecopen. Et l'idée, c'est de brancher une sonde d'échographie d'emblée sur un smartphone, le tout en full open source, et là en effet en vue d'équiper les zones sous-médicalisées, comme le disait Béatrice tout à l'heure, à la fois dans les déserts médicaux, peut-être même dans les pays du Nord, et aussi essentiellement dans les pays africains. Alors, du reste pour dire à nos internautes que nous concourons donc au trophée de l'e-santé, et s'ils veulent nous soutenir, c'est le moment. Ils peuvent voter jusqu'à ce soir. Voilà. Sur cette interface, enfin application, et puis un petit objet mobile qu'on peut mettre à un smartphone pour faire une sonde d'échographie qui pourra envoyer facilement des données pour être interprétées. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est comme ce qu'on fera ici, un laboratoire physique avec, on va mettre, je sais pas quoi, 15 chercheurs dedans, son budget, etc., et puis sa propriété intellectuelle? Ou est-ce que c'est une autre manière d'innover que vous avez là-bas? C'est strictement l'inverse de ce qui est en règle générale établi dans les circuits académiques ou institutionnels. Nous sommes une communauté qui regroupe de façon assez baroque à la fois des chercheurs, des experts de pointe qui sont tout à fait maîtres dans leur art, mais aussi des amateurs enthousiastes. Et donc c'est cette combinaison entre l'amatorat et l'expertise qui fait qu'on a un projet communautaire très décentralisé, ce qui du reste est assez exigeant en termes de méthodologie, très décentralisé et qui permet d'avancer et de prototyper très vite. Et on compte prototyper d'ici février 2016. Avec donc des chercheurs qui sont basés dans des pays différents, qui travaillent de manière virtuelle via Internet
ensemble. Absolument. Et surtout la volonté, pourquoi cette volonté d'être en open source, c'est-à-dire de donner quelque chose qui sera facilement reproductible éventuellement par des concurrents, et de ne pas garder cette propriété intellectuelle pour vous et d'en faire un business derrière? Alors d'abord, ça répond à l'intérêt public. Donc, étant donné l'enjeu, je pense qu'il est important de ramener les coûts à quelque chose de relativement modeste, puisque la première barrière à l'entrée, à l'accès j'allais dire l'imagerie médicale, des soins médicaux en général, c'est précisément ce type de technologie et c'est le coût de ces technologies. Le point 2, c'est qu'on est beaucoup plus efficace lorsqu'on est nombreux. L'union fait la force et l'ère d'Internet, c'est l'ère de l'intelligence collective. Donc si on veut emmener une communauté d'experts, de talents et une communauté massive internationale, il faut jouer le jeu de l'open source et partir sur des licences qui sont beaucoup plus libres, beaucoup plus souples. Et on a des exemples, il y a des précédents, ça s'appelle Linux, ça s'appelle Arduino, alors c'est peut-être un peu particulier, mais aujourd'hui ce sont des projets mondiaux qui font qu'Internet aujourd'hui est possible. Professeur Faye, est-ce que vous il y a beaucoup de choses dans ce que nous dit Mehdi Benchoufi. Est-ce que vous êtes témoin tout d'abord de cette jeunesse africaine qui innove, qui essaie de trouver d'autres solutions sur des modèles différents de ceux que l'on avait jusqu'à présent, qui est prête à collaborer et avoir cette innovation un peu baroque, un peu fouillie d'ailleurs, parfois que nous donnent Mehdi Benchoufi et Béatrice Garrett? Oui, ceci à l'heure actuelle c'est d'une évidence absolue. On se rend compte en Afrique, même je vais dire par exemple dans le domaine des finances ou même de la téléphonie, il suffit d'avoir juste un numéro de téléphone, on peut y mettre des comptes et alimenter, même étant là. Moi, je suis capable d'alimenter mon téléphone sur roaming pour pouvoir communiquer avec mes proches et tout. Et ça va arriver bientôt dans l'Europe du Nord. C'est déjà en Afrique, le transfert d'argent de téléphone mobile à téléphone mobile sans passer par la banque, ça va arriver bientôt dans le Nord. Évidemment, nous sommes dans cela, ça fait déjà quelques années, pour vous dire que l'innovation technologique est déjà une évidence absolue en Afrique. Ouais, il y a ce bouillonnement que l'on sent en Afrique, cette envie d'aller de l'avant et d'imaginer en rupture. Autre chose aussi qui m'interpelle dans ce qui est dit, c'est la capacité des Africains, des patients, des malades, à aller également vers ces technologies, à envoyer des photos, à envoyer des données personnelles, à s'inscrire pour faire de la géolocalisation lorsqu'il y a une maladie ou pas, sans se poser des questions parfois métaphysiques que l'on peut avoir ici. On ne se pose pas la question de est-ce que mes données sont sécurisées, est-ce que ça va être utilisé par quelqu'un à mauvais escient, est-ce que mon assureur va avoir, ou mon banquier va avoir accès à mes données. Donc, en Afrique, on y va. Oui, je pense que ce qui m'a beaucoup frappé dans l'intervention et tout à l'heure, c'est vraiment cet open source. Et on se rend compte, même dans la gestion des épidémies, dans les coins les plus reculés, l'État même utilise les téléphones portables pour pouvoir collecter de l'information sanitaire. Et même dans notre pratique également, nous voyons beaucoup de patients. Avant, c'est des patients qui venaient comme ça, tout à fait naïfs, on ne pose pas de questions sur les maladies, c'est nous-mêmes qui leur donnons les informations. Voilà, vous avez telle maladie, ce qu'il faut éviter. Maintenant, ça change totalement, le don a totalement changé avec l'accès aux technologies. Un patient qui vient tout de suite, on lui donne un diagnostic, et une semaine après, où il vient, il a toutes les informations concernant cette maladie-là. Il a déjà ses images sur son téléphone portable, il va les comparer. Donc, on est vraiment en face d'un monde vraiment qui bouge, qui bouillonne. Et ça, en tant que médecin, ça ne vous frustre pas? Vous n'avez pas l'impression de perdre votre pouvoir? Non, pas du tout. Au contraire, ça nous amène à nous surpasser parce qu'on s'est dit, on n'a plus affaire à des gens qui sont naïfs, on a maintenant affaire à une population tout à fait informée. Donc, il faut vraiment donner la bonne information, la vraie information. Mehdi Benchoufi, autre chose qui est important sur ces personnes qui innovent, notamment les jeunes qui développent, qui font des choses en open source, une grande différence aussi peut-être avec les pays du Nord, c'est de dire cette jeunesse qui innove en Afrique n'attend rien ou peu des institutions d'État. Et ils ont bien raison, je pense que c'est une marque de lucidité et c'est un avantage au fond comparatif eu égard au système des pays du Nord, à plus d'un titre, d'une part parce qu'ils n'ont pas à subir l'obsolescence qui vient frapper chez nous les infrastructures. Et puis par ailleurs, voilà, dans la mesure où nécessité fait loi, ils ont un problème, ils l'adressent, comme vous le disiez, sans s'embarrasser de problématiques philosophiques complexes, dont malgré tout, il nous appartient aussi de les apprécier. Mais voilà, ils vont de l'avant et je pense qu'il y a une innovation tous azimuts, en particulier dans le cadre de la santé, mais aussi en agriculture, sur les systèmes de paiement mobile, peut-être sur lesquels on reviendra, parce que aussi ça impacte potentiellement les questions de santé. Bon alors Béatrice Garrett, avec tout ce bouillonnement énorme qui part dans tous les sens en Afrique, vous allez faire comment avec votre observatoire à la Fondation Pierre Fabre pour essayer de mettre, allez, pas forcément de l'ordre, mais un peu de cohérence dans tout ça?
Non, on va surtout essayer de recueillir vraiment de façon la plus exhaustive, la plus complète et la plus organisée les informations. Et pour ça, on va se faire aider. Donc, on a décidé de travailler avec le CATEL, que vous connaissez bien. Club donc, des acteurs pour la télésanté. Exactement. Et on va travailler également avec deux jeunes blogueurs qui s'appellent... qui ont un blog qui s'appelle Startup Brick et qui l'un est basé en Afrique, l'autre est basé en Inde, de façon aussi à avoir complété le travail du CATEL par aussi des informations venant du terrain et des études aussi terrain parfois pour finaliser la documentation des sujets. Donc si aujourd'hui j'ai un projet, je peux aussi l'adresser à Fondation Pierre Absolument, Fabre, demander un avis. Absolument. Notre idée, c'est aussi de mettre sur pied une batterie de critères, de pouvoir analyser les projets, de pouvoir les documenter et essayer justement de donner une vision un peu claire de ce qui fonctionne pas, pourquoi. On est quand même, Béatrice Guéret, dans une sacrée révolution dont le Nord n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que pendant les derniers siècles, les 2-3 derniers siècles, lorsqu'il y avait une innovation, d'abord elle venait forcément du Nord, et puis elle descendait forcément vers le Sud ou les pays qu'on disait en voie de développement. Là, depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, on est en train, pas d'inverser, mais en tout cas de modifier cette logique. Tout à fait. Et moi, je trouve ça extrêmement salutaire. C'est une manière de travailler différente. On est un peu égaux devant les problèmes. Et je pense que beaucoup de solutions peuvent venir du Sud maintenant. Et je vois par exemple le travail que fait Emmaüs Connect, qui s'intéresse en fait aux populations marginales, les sans-papiers, les sans-abri en France. Et ils ont décidé aussi de les sortir de l'exclusion numérique, une exclusion supplémentaire. Et pour cela, en fait, ils ont commencé eux-mêmes à faire une veille des outils qui pourraient être intéressants et où sont-ils allés chercher les initiatives qui fonctionnaient en fait dans les pays du Sud. Donc on va avoir du Sud vers le Nord, mais aussi, comme disait Mehdi Benchoufi tout à l'heure, du Sud vers le Sud. Absolument. Et là on va avoir une innovation qui va se passer un petit peu partout. Un dernier mot peut-être, Mehdi Benchoufi. On est maintenant sur l'Afrique, sur un enjeu véritablement, un continent, un enjeu mondial. On voit les projets de Google avec ces espèces de montgolfières ou de ballons gonflables pour amener l'Internet partout en Afrique. On voit tous les grands, les géants, pas que de la santé d'ailleurs, mais aussi des nouvelles technologies qui vont vers l'Afrique. Absolument, il y a des besoins majeurs, il y a des talents et des talents majeurs, et donc voilà, aujourd'hui il y a des capitaux qui convergent vers l'Afrique. C'est le grand continent de ces 10 prochaines années. Alors il y aurait, dit-on, une fracture qui traverserait l'Afrique d'est en ouest et qui voudrait que l'Afrique anglophone soit peut-être un peu plus innovante, étant donné des modèles économiques qui sont peut-être un peu plus libres. Alors peut-être que ce sera intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet, mais en tous les cas, ça ne laisse pas insensible dans les faits un certain nombre de capital développeurs. Donc Google est en train d'installer vers Nairobi un gros pôle qui se veut un peu la Silicon Valley, je crois que c'est la Silicon Savannah, c'est comme ça que ça s'appelle, un gros pôle en Afrique. Et puis il y a une question qui est cardinale, c'est comment équiper en infrastructure numérique et notamment en réseau numérique l'ensemble du continent. Et là, en effet, comme vous le disiez, Google Loon et Facebook, ça s'appelle internet.org, essaie d'équiper l'ensemble du continent. Béatrice Guéret, le mot de fin de cette émission, cet observatoire, il est mis en place quand? On peut apporter à partir de quand éventuellement des projets ou des réflexions et à quel endroit? Écoutez, à partir de maintenant, on est heureux d'annoncer la primeur à l'Université de la e-santé de Castres. Et j'espère que dans un an, on pourra vous présenter les résultats. Ah ben écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On espère vous retrouver dans un an pour voir les prochains résultats, donc les premiers résultats de cet observatoire, de ce bouillonnement que vous avez pu sentir qui se passe en Afrique, un des grands enjeux de ces prochaines années. Merci à tous les trois de cette participation à cette émission, puis à bientôt ici à Castres-Mazamet pour une prochaine émission de la télé de la e-santé.